Aujourd'hui, je vais continuer ma petite série sur la Seconde Guerre mondiale. Ça fait quelques semaines maintenant que j'enchaîne les épisodes sur la Seconde Guerre mondiale, alors qu'à la base, j'en faisais très peu. Donc c'est une très bonne chose, même si, il faut le dire, ça m'a valu quelques petits mails d'insultes. Mais bon, ça c'est les risques du métier. Alors j'ai reçu aussi des mails très constructifs de vrais connaisseurs de la Seconde Guerre mondiale qui me faisaient part de telle ou telle imprécision. Mais j'ai reçu aussi des mails de gens assez énervés que je ne partage pas leur vision binaire des méchants contre les gentils. Bah oui, mais ça m'intéresse pas, les gars. Enfin bref. Les 6 et 9 août 1945, les Américains larguent sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki 2 bombes nucléaires faisant plusieurs dizaines de milliers de victimes. Le but affiché, contraindre le Japon à la capitulation et épargner des dizaines de milliers de vies de soldats américains en vue de la conquête de l'archipel. Ça, c'est la version officielle. En réalité, l'utilisation de l'arme atomique n'était en rien absolument nécessaire. Le Japon était à l'agonie par le blocus, par l'invasion soviétique, il était sur le point de capituler. Mais alors, pourquoi les Américains ont-ils utilisé cette arme aussi terrifiante que meurtrière ? Eh bien, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre. L'histoire de la bombe atomique aux États-Unis, tout d'abord, ça commence dans une concurrence avec l'Allemagne. Nous sommes en août 1939. Des physiciens européens, notamment hongrois, réfugiés aux États-Unis, avec le soutien d'Albert Einstein, recommandent au président Roosevelt de devancer l'Allemagne qui serait sur le point de mettre au point une bombe absolument terrible. Donc en novembre 1942, le président inaugure en secret, pour le moment, le programme de mise au point de la bombe atomique, le projet Manhattan. Il en confie la direction au physicien Julius Robert Oppenheimer et les essais se passent dans un laboratoire secret à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Vers le milieu de l'année 1945, la bombe est quasiment au point. Problème, enfin, ou pas, mais problème pour les États-Unis, l'Allemagne nazie est à genoux à ce moment-là, et seul reste en guerre en tant que menace le Japon. Et le Japon, eh bien, il n'a pas de grande chance de victoire, maintenant qu'il est tout seul et qu'il a la menace de l'Union soviétique de l'autre côté, mais il faut le dire, il s'entête dans une résistance désespérée. Ça peut sembler être une idée reçue, un lieu commun, mais c'est la vérité. Il suffit pour ça de prendre comme exemple la conquête de l'île d'Okinawa, où plus de 15 000 soldats américains sont morts et où les Japonais se sont quasiment fait tuer jusqu'au dernier. Et tout cela est sans parler des fameux avions suicides, les kamikazes, qui se sacrifiaient pour couler les navires américains. Alors le but pour les États-Unis à ce moment-là, c'était de contraindre le Japon à la capitulation. Et les Américains avaient déjà commencé avec des bombardements conventionnels, avec des bombes explosives, des bombes incendiaires sur les villes japonaises. Mais cette méthode ne marchait pas. Par exemple, le 19 mars 1945, c'est le bombardement de Tokyo. Ce jour-là, 234 bombardiers B-29 vont noyer Tokyo sous un déluge de fer et de feu, faisant plus de 80 000 morts. Mais le Japon ne capitule toujours pas, les civils sont totalement endoctrinés, formés pour se battre jusqu'à leur dernier souffle. Alors, du côté de l'état-major américain, eh bien, on se pose des questions, on essaye d'évaluer la situation. Certains à l'état-major avancent que la conquête du Japon, qui est prévue, on a prévu d'envahir l'île militairement par voie terrestre. L'état-major américain pense que la conquête du Japon coûterait 500 000 soldats américains. Et le débarquement est prévu en mars 1946. Mais le chiffre de 500 000 soldats américains est assez fantaisiste. Si on compare avec les morts américaines de toute la Seconde Guerre mondiale, on serait plutôt aux alentours de 40 000 soldats américains, par là. Et c'est là que Roosevelt se dit, tiens, on a une bombe atomique. C'est vrai que ça, j'avais oublié. Alors l'idée émerge d'utiliser la bombe atomique pour mettre fin au conflit. Enfin, officiellement. Après, on va parler des raisons et on va rentrer dans le vif du sujet. Pour l'instant,
je vous narre l'histoire telle qu'on vous la raconte. Roosevelt meurt le 2 avril 1945 et c'est donc son successeur à la Maison-Blanche, le vice-président Harry Truman, qui va reprendre à son compte le projet Manhattan et le projet de larguer une bombe atomique sur le Japon. Et là, il y a un élément déterminant qui va entrer en jeu, c'est la conférence de Yalta. Yalta, vous vous souvenez, il y a Staline, il y a Roosevelt, il y a Churchill. On essaie de se mettre d'accord sur l'après-guerre. Et que dit Staline à ce moment-là? Il promet d'entrer en guerre contre le Japon dans les 3 mois qui vont suivre la fin des combats en Europe. Donc, pour les Américains, il y a urgence. Il y a urgence parce que ce que les Américains ne veulent surtout pas, c'est que le Japon tombe sous le contrôle des Soviétiques. Et le 3 juin 1945, l'empereur du Japon, Hirohito, commence à entrer en pourparlers avec les Soviétiques. Il propose des négociations de paix. Mais Staline, qui a une petite idée derrière la tête, il veut conquérir le Japon, fait traîner les choses. Alors lorsqu'on informe Truman que le Japon et Staline sont plus ou moins en pourparlers et que Staline fait traîner les choses parce qu'il a des visées hégémoniques sur le Japon, et bien là, il commence sérieusement à s'inquiéter. Alors, le 21 juillet 1945, Truman approuve, en secret toujours, on ne le dit pas encore au public, le largage des bombes atomiques sur le Japon. Donc là, c'est très important, parce que là, dans la décision de Truman, il est question de devancer les Soviétiques. Donc d'être celui qui aura fait plier le Japon, et donc ensuite avoir le Japon vaincu sous son contrôle. Il est question, c'est une course au Japon entre les Soviétiques, Staline d'un côté, et les Américains de l'autre. Il n'est pas du tout question d'abréger la guerre ou d'épargner des vies de soldats américains. C'est le véritable motif devancer les Soviétiques. Le 26 juillet, lors de la conférence de Potsdam, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine adressent un ultimatum au Japon. Et dans cet ultimatum, on fait implicitement allusion à une arme terrifiante, on n'en dit pas encore davantage, et surtout on met comme clause la destitution de l'empereur. Et ça, selon pas mal d'historiens dont Jacques Powell, c'est bien la clause de la destitution de l'empereur n'a été introduite en vérité que pour rendre l'ultimatum inacceptable par le Japon, et d'ailleurs c'est ce que va faire le Japon, il ne va même pas répondre à cet ultimatum. Le Japon ne répond pas. On est désormais décidé à larguer une ou plusieurs bombes atomiques sur le Japon. Maintenant, la question, c'est où la larguer? Eh bien, dans un premier temps, la ville numéro 1 sur la liste, c'était Kyoto, une ville d'art, d'histoire, la ville des temples. Mais l'idée va être rapidement abandonnée. Il y en a certains qui vont avoir des scrupules. Je ne rentre pas dans le détail. Et on va se tourner vers le plan B, le deuxième sur la liste. Hiroshima. Hiroshima, c'était après Kyoto l'une des principales villes d'art et d'histoire du Japon, mais il faut le dire, c'était aussi un centre d'approvisionnement important et une base logistique pour les armées. On y trouvait par exemple un centre de communication, des dépôts de matériel et des dépôts de troupes. Et aussi, pourquoi a-t-elle été choisie? Eh bien parce qu'elle n'avait encore subi aucun raid aérien. Beaucoup de villes japonaises avaient été bombardées par les Américains. Hiroshima était encore intacte et donc il était question de tester les effets de la bombe atomique dans une ville qui n'avait pas encore été bombardée. Juste une petite précision importante, il est très important de bien choisir sa cible à ce moment-là, parce que les Américains ont prévu de bombarder une ville, puis une autre, et peut-être même une troisième, mais à ce moment précis, les Américains n'ont que 2 bombes, ils n'ont pas un atelier un dépôt rempli de bombes atomiques. Ils viennent d'en mettre au point 2 qui viennent tout juste d'être testées, il y en a une qui a été testée qui s'appelle Trinity, qui a été testée dans le désert du Nouveau-Mexique. Et c'est tout. On a testé une bombe atomique dans le désert, on s'est dit, voilà, ça fait un gros champignon. Et maintenant, on en a 2, et on est en train d'en concevoir une 3e. Mais les bombes atomiques sont limitées. Enfin bref, le Japon ne répond pas à l'ultimatum. On choisit Hiroshima, et c'est ainsi qu'au petit matin du 6 août 1945, un bombardier B-29, qui était le seul capable d'atteindre le Japon, est équipé d'une arme atomique. Alors ce bombardier, c'est amusant, poétique, c'est la poésie à l'américaine. Ce bombardier, qui est piloté par le colonel Paul Tibbets, a été baptisé Enola Gay, du nom de la mère de Paul Tibbets. Et la bombe atomique qu'il contient s'appelle Little Boy. Donc, métaphoriquement, si vous voulez, c'est un peu ce bombardier, la mère du pilote, qui accouche d'un Little Boy, d'un petit garçon,
qui va défragmenter la gueule de populations civiles. C'est une toute petite escadre, hein. Il y a le bombardier et 2 avions seulement qui l'accompagnent hein, pour prendre des photos et des tests scientifiques. C'est pour ça que les Japonais ne vont même pas réagir et vont penser que c'est un simple vol de reconnaissance. Les conditions météo étant optimales, la bombe est larguée à 8h15 précise, heure locale. Elle explose à 800 mètres du sol, à la verticale de l'hôpital Shima, très classe, hein, toujours à la classe à l'américaine, créant instantanément une gigantesque bulle de gaz de 4000 degrés, suivie par des vents allant de 300 à 800 km/h qui dévastent les rues, les habitations et une tempête de feu. Enfin, c'est un véritable carnage, on n'avait jamais vu ça. Plus de 70 000 personnes sont tuées lors de ce largage, beaucoup parmi eux ont été désintégrés immédiatement dès l'explosion de la bombe. D'autres ont subi l'onde de choc, d'autres sont morts dans les incendies qui ont suivi le largage de la bombe. Et puis enfin, il y en a qui sont morts des mois plus tard à cause des radiations, un phénomène qu'on ne connaissait même pas. D'ailleurs, un journaliste américain qui se rend sur place constate que les gens se mettent littéralement à pourrir de l'intérieur, à avoir des taches sur la peau, à mourir petit à petit. Il n'a pas d'autre mot pour définir ça que la peste atomique. Il y a aussi des choses terrifiantes, par exemple l'éclair qui a suivi l'explosion de la bombe instantanément, eh bien, avait décoloré le béton de la ville au point qu'à certains endroits, les ombres laissées par ce rayonnement avaient été figées sur les murs. Sur certains murs, on a même retrouvé des ombres de silhouettes humaines qui avaient été flashé comme un négatif de photo. Enfin bref, voilà, c'est un carnage, il y a plus de 90 000 morts. Après, avec les effets à long terme, certains avancent le chiffre de 140 000 morts. Enfin voilà, c'est un bombardement absolument meurtrier, et pour la première fois, en une seule bombe, avec un seul bombardier. Le président Truman va aussitôt annoncer l'événement à la radio, hein, il va même présenter ça au public américain. Il va présenter Hiroshima comme une base militaire. Alors c'est vrai, il y avait des installations industrielles et militaires, mais Hiroshima c'était surtout une ville avec des habitants, 300 000 habitants. Le bombardement d'Hiroshima ne va absolument pas changer le comportement du Japon et de Hirohito. Ce qui les intéresse, eux, c'est de faire la paix avec les soviétiques. Ils vont donc continuer leur démarche de paix avec les soviétiques qui les menacent. Et ils vont attendre là-dessus. Et la bombe atomique américaine, à ce moment-là, ne change absolument rien. À leur discours, les Américains envoient donc un second ultimatum. D'ailleurs, il y a une phrase assez terrifiante de Truman dans cet ultimatum lancé aux Japonais. « S'ils n'acceptent pas maintenant nos conditions, ils doivent s'attendre à un déluge de destruction comme il n'en a jamais été vu de semblable sur cette terre. » Bref, le Japon attend sur les Russes, sauf que les Russes, après le bombardement d'Hiroshima, eh bien, eux aussi vont vouloir prendre les devants, et 3 jours plus tard, Staline va mettre un terme aux négociations avec le Japon, et le 9 août, il va déclencher l'offensive de la Mandchourie, destinée à reprendre la Mandchourie, qui est une région de Chine, aux Japonais. Alors les Américains vont passer à la seconde étape, le largage d'une seconde bombe. Ça se passe le 9 août 1945. Cette bombe, c'est une bombe au plutonium cette fois et non plus à l'uranium. Elle s'appelle Fatman et on avait prévu de la larguer sur la ville de Kokura. D'ailleurs, le bombardier a fait 3 tours avant de se décider de changer de cible puisque les conditions météorologiques n'étaient pas optimales. Donc, après avoir tourné autour de Kokura, il choisit le plan B, Nagasaki. Nagasaki, c'était l'un des grands ports du sud du Japon et c'était un véritable pilier du complexe militaro-industriel japonais. Il y avait même une base de développement de sous-marins. C'était une ville catholique également. Certains avancent que les Américains ont choisi cette ville précisément parce qu'elle était catholique. Bon, il n'empêche que c'était aussi, c'était pas la cible principale. Déjà, on avait prévu Kokura. Et puis aussi, je l'ai dit, c'était un complexe militaro-industriel très important au Japon. La bombe est larguée à 11 h sur Nagasaki. Cette fois, 40 000 personnes sont tuées sur le coup, des dizaines de milliers de brûlés graves et des dizaines de milliers de personnes qui vont mourir des suites de leurs blessures par la suite. On avance au total un nombre de plus de 80 000 morts à Nagasaki. À ce moment-là, le Japon est totalement à genoux, non pas à cause des 2 bombes atomiques, mais surtout à cause de son armée, 1,2 million d'hommes qui vient tout juste de rendre les armes en Mandchourie. Les Soviétiques menacent, les Soviétiques sont aux portes du Japon, les Américains viennent de détruire littéralement en un clin d'œil 2 villes importantes. Le Japon qui subit le blocus est menacé par la famine, par l'effondrement économique total. Donc à ce moment-là,
le Japon est totalement à genoux et il n'a plus d'autre choix. L'empereur n'a plus d'autre choix que de demander la paix. Mais maintenant, à qui se rendre? Aux Russes? Aux Américains? Eh bien, les Japonais vont choisir les Américains parce que c'est un moindre mal. Ce qu'ils ne voulaient absolument pas, c'est que le Japon devienne une enclave communiste et que l'empereur soit destitué. On estime qu'on a plus de chances du côté des Américains, donc on offre la reddition aux Américains, et ça n'a absolument rien à voir avec les deux bombes atomiques. Le 15 août, pour la première fois, les Japonais entendent la voix de leur empereur qui est diffusée à la radio et qui justifie la décision de mettre un terme à cette guerre et de déposer les armes. Et il cite la bombe atomique d'ailleurs. L'ennemi a commencé à recourir à une bombe de l'espèce la plus cruelle qui soit, à la puissance incalculable et susceptible de briser la vie d'innombrables innocents. Et c'est ainsi que le 2 septembre, le général américain MacArthur reçoit la capitulation sans condition du Japon. Donc ensuite, les Américains vont débarquer sur l'île, et dès sa capitulation, le Japon va être sous tutelle américaine. L'empereur Hirohito ne sera pas destitué, il va rester sur le trône jusqu'à sa mort en 1989, et les États-Unis vont occuper le Japon jusqu'en avril 1952. Et maintenant, la question que vous attendez tous, c'est est-ce que ces deux bombardements étaient nécessaires, même si je vous ai déjà donné des pistes dans mon exposé. Déjà, il y a un petit truc amusant, l'opinion occidentale à l'époque ne prend absolument pas la mesure des effets dévastateurs de la bombe atomique. D'ailleurs, on n'en savait rien, hein, on savait que c'était une bombe très puissante, mais on ne maîtrisait pas toutes les retombées radioactives, etc. Donc c'est assez marrant puisque Le Monde, le 8 août 1945, va titrer, attention, après le bombardement d'Hiroshima, Le Monde titre « Une révolution scientifique, les Américains lancent leur première bombe atomique sur le Japon ». Il y a quand même des dizaines de milliers de civils qui se sont fait cramer la gueule. Enfin bref, ces deux bombes atomiques étaient-elles nécessaires pour entraîner le Japon vers la capitulation? La réponse est clairement non. Je l'ai dit, le Japon était déjà profondément affaibli au début de 1945. Il était à genoux économiquement à cause du blocus, à cause des bombardements américains qui n'ont pas attendu de larguer des bombes atomiques pour bombarder le Japon et faire des dizaines de milliers de morts, à cause de la menace soviétique, et on l'a vu, hein, le Japon avait engagé des pourparlers avec les soviétiques, donc il était prêt à capituler, et donc la capitulation était inéluctable. Mais la capitulation au profit de qui? Eh ben c'est ça la question. Donc, pour résumer, avec le largage de ces deux bombes atomiques, il était surtout question 1. De devancer les soviétiques pour contrôler le Japon, ça c'était la raison principale. 2. Impressionner les soviétiques en vue de la guerre froide à venir. Troisièmement, tester les effets de la bombe, hein, car on ne mesure pas les effets que ça va produire, on a juste fait un seul essai nucléaire dans le désert, donc tester les effets de la bombe. 4, c'est un peu lié au 3, justifier les 2 milliards de dollars investis dans le projet Manhattan. Hein, justifier ça surtout auprès de l'opinion publique. Et puis Truman, qui n'a pas été élu, qui n'a fait que succéder à Roosevelt, il a besoin d'un grand coup pour faire augmenter sa popularité. Hein, là, on est en démocratie aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Et enfin, cinquièmement, et très secondairement, j'ai envie de dire, épargner des vies américaines pour la conquête de l'île. Bon, certes, c'était un objectif, mais l'objectif principal était vraiment lié aux soviétiques. Juste avant de terminer, j'aime bien nuancer un peu les choses et mettre les choses en parallèle, parce que là on vient de taper sur les Américains à raison, pour les raisons qui les ont poussés à utiliser cette bombe, qui n'était absolument pas nécessaire, mais de l'autre côté c'est le Japon. Et c'est vrai, le Japon refusait la paix, le Japon était entêté dans la résistance désespéré, hein, ou dégénéré même, j'ai envie de dire. Et puis sur ce plan, eh bien le Japon, et sur le plan des dégénérés en plus, le Japon n'a absolument pas de leçons à donner. Hein. Après la guerre, on a découvert les charniers hein, lors de la conquête de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, les civils chinois qui ont été enterrés vivants, les charniers, les gens brûlés, les camps de concentration, les geôles japonaises de la jungle. Enfin, le Japon a commis tout un tas d'horreurs, hein, comme beaucoup dans cette Seconde Guerre mondiale. Donc, il est question de rééquilibrer les choses, quand même, je trouve ça important. Néanmoins, il faut dire ce qui est, ces bombardements, Hiroshima et Nagasaki, n'étaient absolument pas nécessaires, absolument pas obligatoires pour mettre fin à la guerre. C'était comme toujours une question d'intérêt géopolitique et de rapport de force. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des critiques constructives, bien évidemment, je suis à votre écoute dans les commentaires. Ou alors, si vous avez d'autres sujets à me proposer à traiter dans la petite histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse mail qui s'affiche ici.
et je me ferai une joie de recenser vos idées et d'en faire pourquoi pas des épisodes. Et aussi, dernière chose, je profite de la rentrée pour vous préciser que mon cours sur Napoléon va sortir bientôt, mon cours d'histoire en ligne. En attendant, vous pouvez toujours consulter mes 3 autres cours sur Jeanne d'Arc, sur Clovis et sur Louis XIV. Le lien est disponible, le lien s'affiche ici. Alors je vous invite à aller les découvrir si ça vous intéresse. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.